Mes enfants se sont rassemblés autour de mon lit d'hôpital avec des larmes dans les yeux, me disant combien ils m'aimaient pendant que je mourais prétendument d'une maladie cérébrale rare. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'étais en parfaite santé et que j'avais écouté pendant 3 mois leur plan pour mes funérailles et le partage de ma fortune grâce à des caméras cachées que j'avais installées dans ma propre maison. Je restais parfaitement immobile dans le lit d'hôpital, ma respiration superficielle et laborieuse, observant ma fille Sarah à travers des paupières mi-closes, alors qu'elle chuchotait à son frère à propos de la vente de ma maison. Les machines autour de moi bipaient régulièrement, surveillant des signes vitaux qui montraient exactement ce que je voulais qu'ils montrent. Un homme mourant, avec une fonction cérébrale diminuée, qui ne pouvait pas comprendre ce qui se passait autour de lui. L'agent immobilier dit qu'on pourrait obtenir au moins 2 millions pour la maison, murmura Sarah à David, pensant que j'étais trop loin pour comprendre leurs mots. Peut-être plus si on attend le bon acheteur. Il faut être prudent, répondit David, sa voix portant ce ton qu'il avait perfectionné à l'école du commerce. Confiant, mais prudent. Les avocats disent qu'on doit attendre que la tutelle soit finalisée. Mais Dr Peterson pense que c'est juste une question de semaines maintenant. J'avais envie de rire. Dr Peterson était mon partenaire de golf et m'aidait à orchestrer cette supercherie élaborée depuis 4 mois. Chaque rapport médical, chaque scan cérébral, chaque diagnostic dévastateur avait été soigneusement conçu pour convaincre mes enfants que leur père perdait l'esprit à cause d'une maladie neurologique rare qui allait bientôt réclamer sa vie. L'ironie était délicieuse. Pendant 30 ans, j'avais construit une entreprise d'investissement prospère à partir de rien, accumulant une fortune de 47 millions d'euros grâce à une planification minutieuse et une réflexion stratégique. Mes enfants m'avaient toujours vu comme l'homme d'affaires rusé qui pouvait déjouer n'importe qui. Maintenant, ils pensaient que ce même esprit se détériorait en bouillie, faisant de moi une cible facile pour leur cupidité. Mais j'étais plus vif que jamais, et je planifiais ce moment depuis le jour où je les avais entendus discuter de mon déclin inévitable, et comment ils pourraient m'aider à gérer mes affaires pendant qu'ils supposaient être mes dernières années. Mon nom est Michel Dubois, et à 70 ans, j'ai appris que les gens qui vous trahiront le plus complètement sont souvent ceux qui prétendent vous aimer le plus profondément. Mes enfants tournaient comme des vautours depuis 2 ans, depuis que ma femme Marguerite était décédée, et m'avaient laissé seul dans notre vaste domaine à Lyon. Ils avaient commencé petits, des suggestions sur le fait de déménager dans quelque chose de plus gérable, des offres d'aide avec mes finances puisque je vieillissais, des allusions douces que peut-être je devrais considérer leurs conseils plus sérieusement. Quand j'avais poliment décliné leur aide et continué à vivre ma vie exactement comme il me plaisait, ils étaient devenus plus agressifs. C'est là que j'avais décidé de leur donner exactement ce qu'ils voulaient. Un père impuissant, dont la vaste fortune était mûre pour la cueillette. La seule différence était que je regarderais chacun de leurs mouvements et documenterais chaque trahison pour le règlement de compte spectaculaire que j'avais planifié. La porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit doucement, et mon plus jeune fils, Paul, entra avec sa femme Jennifer. Ils s'approchèrent de mon lit avec des expressions de chagrin si parfaitement jouées que je dus me concentrer pour garder ma respiration régulière. «Comment va-t-il aujourd'hui?» demanda Sarah à Jennifer, sa voix réduite au chuchotement que les gens utilisent autour des mourants. «Pareil», répondit Sarah, avec un lourd soupir qui sonnait presque authentique. «Dr Peterson dit que la détérioration s'accélère. Il nous ne reconnaîtra probablement plus très longtemps.» Je les reconnaissais parfaitement, comme je les avais reconnus il y a 3 mois, quand ils s'étaient réunis chez David pour discuter de ma situation. C'était la nuit où j'avais appris exactement comment mes enfants aimants voyaient le dernier chapitre de leur père. Grâce au système de sécurité que j'avais fait installer dans toute ma propriété, j'avais entendu chaque mot de leur session de planification. Je savais pour les réunions avec les avocats pour établir une tutelle. Je savais pour l'agent immobilier qui avait déjà fait une évaluation préliminaire de ma maison. Je savais pour le conseiller financier qu'ils avaient consulté sur la meilleure façon de liquider mon portefeuille d'investissement. Plus important encore, je savais qu'ils me mentaient depuis des mois sur mon propre état médical, travaillant avec un médecin corrompu pour falsifier les résultats de tests et me convaincre que je mourais d'une maladie cérébrale qui n'existait pas réellement. Paul se pencha sur mon lit, posant sa main sur mon front avec le genre de geste tendre qui aurait pu être touchant si je ne savais pas qu'il calculait les droits de succession dans sa tête. « Nous t'aimons, papa.
Nous allons nous occuper de tout. Tu n'as plus que t'inquiéter. Traduction. Nous allons nous occuper de tout ce qui t'appartient et que tu es trop mentalement incompétent pour nous arrêter. Je prétendais perdre et reprendre conscience depuis des semaines maintenant, leur donnant plein d'opportunités de révéler leurs vraies intentions. Ils pensaient que j'étais inconscient de leur présence la moitié du temps, ce qui les rendait remarquablement imprudents sur ce qu'ils disaient devant moi. Il y a 2 jours, j'avais écouté Sarah expliquer à un avocat comment il devait agir rapidement parce que mes bonjours devenaient de plus en plus rares. Hier, David avait appelé mon comptable pour discuter du transfert de certains actifs dans une fiducie qu'ils avaient établie sans ma connaissance. La trahison la plus poudrie était venue de Paul, qui avait contacté mon médecin il y a 3 semaines pour demander une augmentation de ma médication pour me garder plus confortable, un code pour me garder assez sédaté pour que je n'interfère pas avec leurs plans. Ils me voulaient drogué, docile et idéalement mort, plutôt que tard. L'amour et la préoccupation qu'il montrait chaque fois qu'il pensait que j'étais conscient étaient purement pour le spectacle, une performance destinée à maintenir leur image d'enfants dévoués qui prenaient à contre-cœur le contrôle des affaires de leur père. Mais ils avaient fait un mauvais calcul crucial. Ils avaient supposé qu'un homme qui a passé 40 ans à déjouer les concurrents et à construire un empire de commerce allait simplement laisser tomber et les laisser voler son travail d'une vie. J'avais des nouvelles pour eux. Une infirmière entra dans la chambre pour vérifier mes signes vitaux et mes enfants reculèrent respectueusement, maintenant leur façade de membres de famille en deuil. L'infirmière, qui était en fait mon détective privé Rebecca Martinez en blouse, ajusta ma ligne intraveineuse et prit des notes sur mon dossier que mes enfants ne pouvaient pas voir. « Il est stable pour l'instant », annonça Rebecca dans le ton professionnel qu'elle avait perfectionné pour ce rôle. Mais vous devriez être préparé, ces cas peuvent se détériorer rapidement. Sarah tamponna ses yeux avec un mouchoir. « Combien de temps pensez-vous encore ? C'est difficile à dire, répondit Rebecca avec de la sympathie pratiquée. Ça pourrait être des semaines, ça pourrait être des mois. L'important c'est qu'il soit confortable et entouré de gens qu'il aime. Si seulement il savait à quel point j'étais confortable, et combien j'appréciais de les regarder jouer leur charade élaborée de dévotion. Après qu'il soit parti ce soir-là, Rebecca m'aida à sortir du lit d'hôpital et à mettre des vêtements normaux. Mon hospitalisation avait en fait lieu dans une installation médicale que je possédais à travers une société écran entièrement dotée de personnes sur ma liste de paye qui m'aidaient à documenter la trahison de mes enfants. « Comment ça va avec la surveillance ?» demandai-je en passant en revue les enregistrements de la journée. « Tout est capturé en haute définition, répondit Rebecca en ouvrant des fichiers sur son ordinateur portable. Nous les avons en train de discuter de la vente de la maison, des transferts financiers et de leur chronologie pour prendre le contrôle complet de vos actifs. Plus, nous avons eu Paul parlant à cet avocat sur vous faire déclarer mentalement incompétent. » Je souris en regardant les images de mes enfants divisant mes possessions comme si j'étais déjà mort. « Et les preuves financières ? David soutire de l'argent de vos comptes affaires depuis 6 mois. De petites sommes au début, mais il est devenu plus audacieux. Nous avons de la documentation de plus de 300 000 € en transferts non autorisés. Et Sarah ? Elle vend des objets de votre maison et encaisse les recettes, bijoux, œuvres d'art, même certains de vos livres rares. Elle pense que vous ne le remarquerez pas à cause de votre supposé déclin mental. Et Paul ? L'expression de Rebecca s'assombrit. Il travaille avec Dr Henderson, le vrai Dr Henderson, pas Peterson, pour vous faire déclarer incompétent. Il falsifie des records médicaux et des évaluations psychiatriques. Si cela était allé en justice, ils auraient eu assez de preuves fabriquées pour prendre le contrôle de tout. La profondeur de leur trahison était estoufflante, mais pas surprenante. J'avais vu assez de coups bas corporate au fil des années pour reconnaître les signes. La différence, c'est que cette fois, les gens qui cherchaient à me détruire étaient ceux que j'avais élevés, éduqués et aimés inconditionnellement pendant des décennies. Il pensait qu'il volait un vieil homme confus qui ne comprendrait pas ce qui lui arrivait. En réalité, il volait quelqu'un qui comprenait exactement ce qu'il faisait et qui se préparait à les arrêter depuis des mois. « Quel est notre calendrier ?» demandai-je. « L'audience de tutelle est prévue pour jeudi prochain. Si nous la laissons continuer, ils auront le contrôle légal de vos actifs d'ici la fin de la semaine. » Parfait. Cela nous donne 6 jours pour finir de tout documenter et préparer la révélation. J'attendais ce moment depuis des mois. Mes enfants pensaient qu'ils héritaient une fortune de leur père décédé. En réalité, ils étaient sur le point de faire face à un père très vivant qui observait chacun de leurs mouvements et enregistrait chacune de leurs trahisons.
Le lendemain matin, je retournais à ma performance de lit d'hôpital, restant immobile pendant que mes enfants continuaient à planifier ma disparition et à diviser mon patrimoine. David arriva tôt avec un dossier plein de documents qu'il pensait que j'étais trop mentalement affaibli pour comprendre. « Papa, dit-il en s'installant dans la chaise à côté de mon lit, j'ai besoin que tu signes quelques papiers, c'est juste pour t'assurer que tu sois correctement pris en charge. » Les papiers étaient des documents de transfert qui lui donneraient une procuration sur mes comptes financiers. Si j'avais vraiment souffert de démence, j'aurais pu les signer sans comprendre ce qu'il mignait. Au lieu de cela, j'ai gardé ma main molle et non réactive, le regardant devenir frustré alors qu'il essayait de guider mes doigts autour d'un pinot. Après 20 minutes de tentatives infructueuses, il abandonna et appela Sarah. « Il est trop loin pour signer quoi que ce soit de cohérent. Il va falloir passer par le tribunal. » Cet après-midi, Sarah arriva avec Paul et Jennifer, tous portant le genre d'expression sombre appropriée pour visiter un parent deuillant. Ils parlaient à voix basse de mon état, leurs préoccupations si convaincantes que j'admirais presque leur capacité d'acteur. « La maison est juste trop grande pour lui maintenant, dit Jennifer, en jetant un coup d'œil autour de la chambre d'hôpital, comme si mon esprit détérioré pouvait d'une certaine manière entendre leur planification. Nous avons regardé quelques belles installations, des endroits où il peut avoir l'attention dont il a besoin pendant que nous nous occupons des questions pratiques. Par questions pratiques, il voulait dire liquider mes actifs et les distribuer entre eux, tandis que j'étais drogué et isolé dans une maison de retraite où je ne pourrais pas interférer avec leurs plans. « L'important, c'est qu'on fait ça par amour, » dit Sarah, tendant la mienne pour tapoter la mienne. « Papa a travaillé si dur toute sa vie. Il mérite de se reposer maintenant et nous laisser tout prendre en charge. » Je méritais de me reposer en permanence. Selon les conversations que j'avais enregistrées, ils avaient discuté de tout, depuis l'ajustement de ma médication jusqu'à simplement attendre que la nature suive son cours, encadrant toujours leur impatience pour ma mort en termes de vouloir mettre fin à ma souffrance. Mais je ne souffrais pas, et je ne mourrais pas. Je planifiais la vengeance la plus satisfaisante de mes 70 ans de vie. Ce soir-là, après qu'il soit parti pour continuer à planifier ma destruction financière, je rencontrai mon véritable équipe juridique pour finaliser ma contre-attaque. Mon vrai avocat, James Morrison, m'aidait à me préparer pour cette confrontation depuis que j'avais découvert la trahison de mes enfants. « Tout est en place », confirma James, en passant en revue les documents. « Quand vous serez prêt à révéler la vérité, nous pouvons les faire arrêter en quelques heures. Quelles accusations regardons-nous ? Maltraitance des personnes âgées, fraude financière, conspiration pour commettre un vol, falsification de dossiers médicaux et tentative de fraude de tutelle. David seul risque 10 à 15 ans. Et Sarah, 8 à 12, selon combien de biens volés nous pouvons prouver. Paul, il est le plus vulnérable à cause de son implication avec les dossiers médicaux falsifiés. Il pourrait faire face à 20 ans si nous poursuivons toutes les accusations. J'aurais dû ressentir de la satisfaction à la pensée de mes enfants faisant face à la justice pour leur trahison. Au lieu, je ressentais la tristesse profonde qui vient de réaliser que les gens que vous aimez le plus au monde ne vous voient comme un obstacle entre eux et votre argent. Mais la tristesse n'annulerait pas leur trahison, et le pardon ne leur enseignerait pas les conséquences de leur choix. Ils avaient pris leur décision de voler leur père, et maintenant, ils feraient face aux résultats de ces décisions. L'audience de tutelle était dans 4 jours. Je prévoyais de les laisser arriver jusqu'au bord de la victoire avant de leur tirer le tapis sous les pieds de la manière la plus publique et dévastatrice possible. Mes enfants pensaient qu'ils étaient sur le point d'hériter 47 millions d'euros de leur père mentalement incompétent. Ils étaient sur le point d'apprendre que l'esprit de leur père était plus vif que jamais et que la trahison vient avec un prix qu'ils ne pouvaient pas se permettre de payer. Le lendemain matin, je continuais ma performance de lit d'hôpital, restant immobile pendant que mes enfants planifiaient ma chute et divisaient ma fortune. L'ironie était exquise. Ils croyaient que l'homme qui les avait élevés, qui avait construit un empire financier à partir de rien, était maintenant trop confus pour comprendre qu'il planifiait de voler sa fortune. Chaque visite révélait plus de leurs plans. Sarah apporte des brochures d'installation de soins pour me montrer où ils prévoyaient de m'envoyer une fois qu'ils auraient obtenu la tutelle. David discutait ouvertement des investissements qu'il liquidait et des comptes qu'il fermait. Paul continue à coordonner avec Dr Henderson pour s'assurer que mes rapports médicaux soutiendraient leur demande d'incompétence mentale. Ils étaient si confiants de leur réussite qu'ils ne prenaient même plus la peine de baisser la voix quand ils pensaient que j'étais inconscient.
Leur conversation révélait une gridilité et un mépris pour moi qui dépassaient mes pires attentes. Une fois qu'il sera dans l'installation, nous pourrons vendre la maison et liquider le portefeuille, dit David lors d'une réunion. L'avocat dit que tant que nous pouvons prouver qu'il ne peut pas prendre de décision rationnelle, nous avons le contrôle total. Et les affaires? Ça ira aux enfants éventuellement de toute façon. Nous administrons juste les assets à tant qu'ils ne soient plus nécessaires, jusqu'à ce que je meure, voulait-il dire. Ils administraient mes assets jusqu'à ce que je meure et qu'ils puissent les hériter complètement. J'enregistrais chaque mot, chaque plan, chaque expression de leur gradilité. Quand le moment viendrait de révéler la vérité, j'aurais des mois de preuves de leur conspiration pour me voler et me maltraiter. La veille de l'audience de tutelle, ils tinrent ce qu'ils pensaient être leur dernière réunion de planification dans ma chambre d'hôpital. Je restais parfaitement immobile, ma respiration faible et irrégulière, écoutant mes enfants finaliser les détails de leur vol de mon patrimoine de vie. « Demain à 7 heures, tout sera fini », dit Sarah avec satisfaction. « Nous aurons enfin le contrôle et pourrons commencer à nettoyer ce gami. » Le gami était ma vie, mes affaires et mon refus de mourir selon leur calendrier. Papa ne comprendra jamais ce qui s'est passé. Dans son état, c'est probablement pour le mieux. Il sera plus heureux dans l'installation. Pas de stress, pas de responsabilité, juste des soins confortables jusqu'à la fin. Il parlait de moi comme si j'étais déjà mort, planifiait ma vie comme si j'étais un objet à gérer plutôt qu'une personne avec des droits et une dignité. Après qu'il soit parti, je me levai de mon beau lit d'hôpital pour la dernière fois dans cette mascarade. Demain, mes enfants découvriront que leur père mourant était bien vivant et avait observé chacun de leurs mouvements. Je fermai les yeux et souris, écoutant le bip régulier des machines qui m'avaient aidé à tromper les gens qui m'avaient trompé. Dans 12 heures, mes enfants découvriront que leur père mourant était bien vivant et observait chacun de leurs mouvements. Le regard sur leur visage vaudrait 47 millions d'euros. L'audience de tutelle était prévue pour jeudi matin, et mes enfants n'avaient aucune idée que leur père, mourant, serait assis au fond de la salle d'audience, bien vivant et armé de mois de preuves de leur trahison. Ce qu'ils pensaient être leur dernière étape vers la revendication de ma fortune allait devenir l'exposition la plus publique et dévastatrice de leur cupidité que l'argent pouvait acheter. Le jeudi matin arriva, avec le genre d'air frais d'octobre qui faisait ressembler Lyon à une carte postale. J'étais assis dans ma voiture en face du palais de justice, regardant mes enfants arriver pour ce qu'ils croyaient être leur victoire juridique triomphante sur leur père mentalement incompétent. Sarah sortit de la BMW de David, portant une robe noire qui frappait exactement la bonne note d'une fille en deuil, forcée de prendre des décisions difficiles concernant les soins de son père bien-aimé. David portait son costume le plus cher, celui qu'il avait acheté avec l'argent qu'il avait volé de mes comptes, et portait une mallette pleine de documents médicaux forgés et d'évaluations psychiatriques falsifiées. Paul arriva séparément avec Jennifer, tous deux maintenant les expressions solennelles qu'ils avaient perfectionnées pendant des mois de visite à l'hôpital. Pour tout observateur, il ressemblait à une famille aimante prenant à contre-cœur des mesures légales pour protéger un patriarche vulnérable. L'ironie était parfaite. Ils étaient sur le point d'entrer dans une salle d'audience où ils présenteraient des preuves fabriquées de mon incompétence mentale à un juge qui avait déjà examiné des preuves réelles de leur conspiration criminelle. Je leur donnai 10 minutes d'avance, puis entrai dans le palais de justice par une entrée latérale que mon avocat avait arrangée. James Morrison me rencontra dans une petite salle de conférence où nous pouvions regarder les procédures sur un moniteur en circuit fermé tout en restant cachés de la vue de mes enfants. « Êtes-vous prêt pour cela ?» demanda James en passant en revue notre stratégie finale. « Je suis prêt depuis des mois », répondis-je, en m'installant dans ma chaise avec la satisfaction d'un homme sur le point de tendre le piège parfait. L'audience commença exactement comme mes enfants l'avaient planifié. Leur avocat, un ambulancier véreux nommé Gerald Hoffman, qui se spécialisait dans les cas de maltraitance des personnes âgées, présenta un récit convaincant sur 3 enfants dévoués, forcés de prendre le contrôle des affaires de leur père pour le protéger de sa propre capacité mentale en détérioration. « Votre honneur », commença Hoffman, sa voix lourde de sympathie pratiquée. Michel Dubois était autrefois un homme d'affaires brillant qui a construit une entreprise d'investissement prospère à partir de rien. Tragiquement, il souffre maintenant d'une condition neurologique rare qui a sévèrement affaibli ses capacités cognitives et sa capacité de prise de décision. Il gesticulait vers mes enfants, qui étaient assis au premier rang, rayonnant de préoccupations appropriées.
Ces enfants ont regardé leur père se détériorer au cours de l'année passée, luttant avec un comportement de plus en plus erratique et une confusion apparente sur les questions financières de base. David fut appelé comme premier témoin, prenant la barre avec le comportement confiant qu'il avait rendu prospère dans sa propre carrière d'affaires. Sous le questionnement doux d'Hoffman, il peignit une image déchirante d'un père autrefois vif qui ne pouvait maintenant pas se souvenir de conversations d'un jour à l'autre. Il y a eu des moments où il a essayé d'écrire des chèques de millions d'euros à des parfaits inconnus, témoigna David, sa voix se brisant d'émotion. Le mois dernier, il a presque signé une procuration à quelqu'un qui a appelé en prétendant être du fisc. Chaque mot était un mensonge, livré avec le genre de conviction qui vient de mois de répétition. Je n'ai jamais montré de signe de confusion ou de comportement erratique parce qu'il n'y avait rien de mal avec mon esprit. Les incidents que David décrivait ne s'étaient jamais déroulés. Sarah prit la barre ensuite, décrivant le supposé déclin de son père avec les larmes aux yeux. Elle parlait de me trouver confus et désorienté dans ma propre maison, incapable de me souvenir où j'avais mis des documents importants ou pourquoi j'avais pris certaines décisions financières. « Il demande toujours maman », témoigna-t-elle en taponnant ses yeux avec un mouchoir. « Parfois, il ne se rappelle pas qu'elle est décédée depuis 2 ans. Ça me brise le cœur de le voir comme ça. » Une autre fabrication complète. Je pensais à Marguerite chaque jour, mais j'étais parfaitement conscient de sa mort et n'avais jamais montré de confusion sur son absence. Le témoignage de Paul était le plus dommageable parce qu'il incluait le preuve médicale falsifiée qu'il construisait depuis des mois. Il présenta des évaluations psychiatriques qui prétendaient que je souffrais de démence progressive, des scans Brano qui semblaient témoigner d'une détérioration et des dossiers de traitement qui documentaient mon supposé déclin. Le docteur Henderson a surveillé de près l'état de papa, expliqua Paul au tribunal. Le pronostic n'est pas bon. Sans supervision appropriée, il pourrait prendre des décisions financières qui dévasteraient non seulement lui-même, mais aussi les employés dont les pensions sont liées à son entreprise d'investissement. C'était une touche particulièrement habile. Encadrer leur vol comme protection pour des travailleurs innocents qui dépendaient de mon entreprise pour leur sécurité de retraite. La juge Patricia Williams écoutait leurs témoignages avec le genre d'attention qui suggérait qu'elle prenait leur clémation au sérieux. Elle posa des questions réfléchies sur mon état médical, ma capacité à prendre des décisions et les incidents spécifiques qui avaient provoqué leur préoccupation. « C'est clairement une situation difficile pour votre famille, » dit la juge Williams, quand le témoignage fut terminé. Basé sur les preuves médicales et les déclarations de témoins, il semble que M. Dubois souffre effectivement d'une insuffisance cognitive sévère qui le rend incapable de gérer ses propres affaires. Mes enfants échangèrent des regards subtils de victoire. Ils pensaient qu'ils avaient gagné. Cependant, continua la juge Williams, avant que je ne puisse accorder cette tutelle, je dois aborder quelques irrégularités qui ont été portées à mon attention. La température dans la salle d'audience sembla chuter de 10 degrés. Hoffman avait l'air confus, mes enfants avaient l'air alarmés, et je ressentis la première poussée de satisfaction que j'avais éprouvée depuis des mois. « Dr Henderson » appela la juge Williams. « Veuillez vous avancer. » Dr Marcus Henderson, le médecin corrompu qui avait aidé mes enfants à falsifier mes records médicaux, marcha vers l'avant de la salle d'audience avec une réticence évidente. Il s'attendait à témoigner sur mon état de détérioration, non à répondre à des questions sur son éthique professionnelle. « Dr Henderson, voyez vous avancer. J'ai examiné les preuves médicales que vous avez fournies concernant l'état de M. Dubois. J'ai quelques préoccupations quant à l'authenticité de ces documents. » Le visage d'Henderson devint pâle. « Votre honneur, je peux vous assurer que tous les dossiers médicaux ont été préparés selon les procédures standards. » Les procédures standards n'incluent généralement pas la fabrication de scans cérébraux, interrompit la juge Williams, surtout quand le patient en question n'a jamais été examiné par le médecin qui prétend le traiter. La salle d'audience éclata en murmures confus. Mes enfants avaient l'air d'avoir été frappés par la foudre. Hoffman fouillait frénétiquement dans ses papiers, essayant de comprendre ce qui se passait. « Dr Peterson », appela la juge Williams, « veuillez nous rejoindre. » Mon partenaire de golf et médecin réel entra dans la salle d'audience avec son comportement le plus professionnel. Contrairement à Henderson, Peterson avait l'air complètement à l'aise en s'approchant du banc. « Dr Peterson, vous avez été le médecin réel de M. Dubois pendant les 15 dernières années, correct ?»« C'est correct, votre honneur. »
Et quelle est votre évaluation de l'état mental et physique actuel de M. Dubois ? Peterson sourit. Michel Dubois est en excellente santé pour un homme de 70 ans. Sa fonction cognitive est complètement normale. Sa mémoire est vive et il ne montre aucun signe de condition neurologique quelconque. Le silence dans la salle d'audience était assourdissant. David avait l'air d'avoir été frappé par la foudre. Hoffman fouillait frénétiquement dans ses papiers, essayant de comprendre ce qui se passait. « Docteur Peterson », appela la juge Williams, « veuillez nous rejoindre. » Mon partenaire de golf et médecin réel entra dans la salle d'audience avec son comportement le plus professionnel. Contrairement à Henderson, Peterson avait l'air complètement à l'aise en s'approchant du banc. « Docteur Peterson, vous avez été le médecin réel de M. Dubois pendant les 15 dernières années. Correct ? » « C'est correct, votre honneur. Et quelle est votre évaluation de l'état mental et physique actuel de M. Dubois ?» Peterson sourit. « Michel Dubois est en excellente santé pour un homme de 70 ans. Sa fonction cognitive est complètement normale, sa mémoire est vive et il ne montre aucun signe de condition neurologique quelconque. » Le silence dans la salle d'audience était assourdissant. David avait l'air d'avoir été frappé par la foudre. Sarah était devenue complètement blanche. Paul fixait Peterson comme s'il voyait un fantôme. « En fait, » continua Peterson, « Monsieur Dubois est venu me voir il y a 4 mois avec des préoccupations que ses enfants pourraient planifier de le faire déclarer incompétent. Il a demandé mon aide pour documenter son état mental réel tout en enquêtant sur leurs activités. Et qu'avez-vous découvert pendant cette enquête ? Que ses enfants avaient travaillé avec Dr Henderson pour créer un faux historique médical suggérant un déclin cognitif qui n'existe tout simplement pas. Ils ont fabriqué des évaluations psychiatriques, altéré des scans cérébraux et créé des dossiers de traitement pour des conditions que M. Dubois n'a jamais eues. La juge Williams tourna son attention vers mes enfants, qui avaient l'air de vouloir disparaître dans le sol. Monsieur David Dubois, Madame Sarah Dubois, Monsieur Paul Dubois, vous êtes tous en état d'arrestation pour maltraitance des personnes âgées, fraude financière et conspiration pour commettre un vol. La salle d'audience explosa dans le chaos, alors que les officiers de police se déplaçaient pour arrêter mes enfants. Hoffman criait des objections que personne n'écoutait. Henderson essayait de se glisser par la porte arrière avant que quelqu'un ne le remarque. Mais je n'avais pas encore fini. « Votre honneur » appela James Morrison en se levant de son siège. « Je représente Michel Dubois et mon client aimerait s'adresser au tribunal. » La juge Williams avait l'air surprise. « Monsieur Dubois est présent ?»« Il l'est, votre honneur. » Et il a observé ces procédures avec un grand intérêt. Je me levai de mon siège au fond de la salle d'audience, savourant le moment où mes enfants réalisèrent que leur père supposément mourant était non seulement vivant et bien portant, mais avait regardé leur tentative de voler son travail de toute une vie. Les expressions sur leur visage étaient tout ce que j'avais espéré. La bouche de David s'ouvrait, Sarah commençait à pleurer, de vraies larmes cette fois, pas les fausses qu'elle avait utilisées pendant son témoignage. Paul fixait Peterson comme s'il voyait un fantôme. Je marchai vers l'avant de la salle d'audience, passant devant mes enfants alors qu'ils se tenaient menottés et pris la barre à des témoins. « Votre honneur, » commençai-je, ma voix forte et claire, « pendant 4 mois, j'ai fait semblant de souffrir d'une condition neurologique pour documenter le plan de mes enfants pour voler ma fortune. Ce que vous avez vu aujourd'hui est la culmination de mois d'enquête minutieuse sur leur conspiration criminelle. » Je sortis un ordinateur tablette et je le remis au greffier du tribunal. Ceci contient des preuves vidéo de mes enfants discutant de leur plan pour me faire déclarer incompétent, des enregistrements audio d'eux divisant mes actifs avant ma supposée mort et des dossiers financiers montrant qu'ils ont déjà volé plus d'1 million d'euros de mes comptes. La juge Williams examina les preuves avec un étonnement croissant. « Monsieur Dubois, c'est tout à fait extraordinaire. Vous avez mené votre propre enquête ? » Je me suis protégé de la seule manière que je pouvais. Quand j'ai réalisé que mes enfants planifiaient de me droguer pour me rendre docile et voler tout ce pourquoi j'avais travaillé, j'ai décidé de leur donner assez de cordes pour se pendre à eux-mêmes. Je me tournai pour voir David, Sarah et Paul, qui se tenaient la tête baissée, comme des enfants pris en train de voler des biscuits. « Je vous aimais, » dis-je, ma voix portant dans la salle d'audience silencieuse. « Je vous ai tout donné, éducation, opportunités, soutien financier chaque fois que vous en aviez besoin. Je vous ai fait confiance avec mon entreprise, ma maison et ma vie, et vous avez remboursé cette confiance en planifiant de voler ma fortune et de m'entreposer dans une maison de retraite pendant que vous divisiez mes actifs comme si j'étais déjà mort. » Sarah pleurait ouvertement maintenant. « Papa, nous pensions, nous essayions d'aider. »« Vous essayez de vous aider, vous » les interrompis-je.
Vous planifiez cela depuis 2 ans, depuis que votre mère est morte et que vous avez réalisé que j'étais la seule chose entre vous et 47 millions d'euros. Paul finalement trouva sa voix. « Nous t'aimons, papa. Nous n'avons jamais voulu te faire de mal. »« Vous vouliez me mort, » répondis-je tout simplement. « J'ai des enregistrements de vous discutant de combien les choses seraient plus simples une fois que je serais parti. Vous avez même parlé d'ajuster ma médication pour accélérer le processus. » La salle d'audience était complètement silencieuse, excepté les pleurs de Sarah et le grattement du stylo de la sténographe. La juge Williams examina mes enfants avec dégoût. Dans 30 ans sur le banc, j'ai vu de nombreux cas de maltraitance des personnes âgées, mais je n'ai jamais rencontré quelque chose d'aussi calculé et cruel. Vous n'avez pas seulement essayé de voler votre père, vous avez essayé de voler sa dignité, son autonomie et sa vie. Elle se tourna vers moi. « Monsieur Dubois, quel résultat recherchez-vous dans cette affaire ?» Mais ils étaient toujours mes enfants, malgré tout ce qu'ils avaient fait. Votre honneur, je veux qu'ils comprennent le poids total de leurs actions, dis-je eudamment. Je veux qu'ils fassent face à des conséquences légales qui reflètent la gravité de leurs crimes. Mais je veux aussi qu'ils aient une chance de faire amende honorable et de reconstruire leur vie. Je regardais chacun de mes enfants tour à tour. Je ne vais pas vous détruire comme vous avez essayé de me détruire. Mais je ne vais pas non plus prétendre que cela ne s'est pas passé ou vous permettre d'échapper à la responsabilité de vos choix. La juge Williams hocha la tête avec approbation. « Les accusations contre vous sont sérieuses, » dit-elle à mes enfants. « Maltraitance des personnes âgées, fraude financière et conspiration pour commettre un vol portent des peines de prison significatives. Cependant, je suis disposé à considérer un accord de plaidoyer qui inclut une restitution complète, des services communautaires et une supervision continue. » David fut le premier à parler. « Nous accepterons n'importe quel accord que vous offrez, votre honneur. »« L'accord n'est pas avec moi, » répondit la juge Williams. « Il est avec votre père. Il est la victime dans cette affaire, et tout accord de plaidoyer nécessiterait son approbation. » Tous mes 3 enfants se tournèrent pour me regarder, leur visage un mélange d'espoir et de peur. Pour la première fois en moi, ils me voyaient clairement, pas comme un vieil homme confus à manipuler, mais comme le père qui tenait leurs avenirs dans les mains. « Nous discuterons des termes, dis-je finalement. Mais d'abord, je veux que vous compreniez quelque chose. La confiance entre nous est brisée, probablement pour toujours. Vous devrez regagner même la plus petite mesure de respect et ce processus prendra des années, pas des mois. » Sarah hocha la tête à travers ses larmes. « Nous comprenons, papa. Nous sommes désolés. Nous sommes tellement désolés. »« Vous êtes désolé d'avoir été pris, » répondis-je. « Si mon enquête n'avait exposé votre plan, vous m'auriez fait déclarer incompétent aujourd'hui et auriez commencé à liquider mes actifs la semaine prochaine. » La vérité de cette déclaration resta suspendue dans l'air, comme la fumée d'un feu qui avait consumé tout ce que nous étions autrefois, en tant que famille. 3 mois plus tard, mes enfants avaient chacun plaidé coupable à des accusations réduites qui portaient des peines de 5 ans de probation, des amendes substantielles et 1000 heures de service communautaire. Ils avaient retourné chaque centime qu'ils avaient volé, plus l'intérêt, et accepté une supervision continue de leurs finances pour s'assurer qu'ils ne pouvaient pas répéter leurs crimes. Plus important, ils avaient commencé le long processus de comprendre ce qu'ils avaient perdu par leur trahison. Ce n'était pas seulement mon argent qu'ils avaient essayé de voler. C'était ma dignité, mon autonomie et ma confiance. Ces choses ne pouvaient pas être rendues avec simples excuses ou une restitution financière. Je déménageai du domaine lyonnais vers un endroit plus petit, dans le centre-ville, plus près de mon entreprise et plus loin des mémoires de la famille qui avait essayé de me détruire. Le domaine fut mis sur le marché et je donnai les revenus à des organisations qui aident à protéger les personnes âgées contre l'abus financier. David perdit son emploi quand son employeur apprit sa condamnation criminelle. Le mari de Sarah demanda le divorce, emportant les enfants avec lui. La pratique médicale de Paul s'effondra quand ses patients découvrirent qu'il avait falsifié des dossiers médicaux. Ils avaient chacun perdu tout ce qui leur importait, tout comme ils avaient essayé de me faire perdre tout ce qui m'importait. Je les aimais toujours. Ils étaient mes enfants, et ce lien ne pouvait pas être complètement rompu par la trahison. Mais je ne leur faisais plus confiance, et je ne me sentais plus obligé de permettre leur vision entachée du monde. Le matin de Noël, 6 mois après l'audience de tutelle, je reçus 3 cartes de mes enfants.
Chacune contenait une lettre manuscrite s'excusant pour leurs actions et demandant une chance de reconstruire notre relation. Je lus leurs lettres cartivement, cherchant des signes de remords génuins versus des tentatives calculées de restaurer leur accès à ma richesse. Les lettres étaient réfléchies et semblaient sincères, mais j'avais appris à ne pas faire confiance aux apparences quand il s'agissait des motivations de mes enfants. Je répondis à chacun d'eux, expliquant que le pardon serait un processus, pas un événement. Ils avaient démontré qu'ils étaient capables de tromperies élaborées et de cruauté calculée quand l'argent était en jeu. Avant que je puisse leur faire confiance à nouveau, ils devraient prouver qu'ils avaient changé, par des actions, pas des mots. David avait pris un emploi comme vendeur, gagnant une fraction de son salaire précédent. Sarah travaillait comme serveuse, tout en essayant de reconstruire sa relation avec ses enfants. Paul avait perdu sa licence médicale et travaillait comme technicien médical tout en faisant appel à sa suspension. Ils expérimentaient tous les conséquences de leur choix, apprenant ce qu'était de lutter financièrement tout en regardant les opportunités échappées par leur casier judiciaire. 1 an après l'audience de tutelle, David appela pour me dire qu'il avait été promu assistant manager dans le magasin où il travaillait. Sa voix portait une fierté que je n'avais pas entendue depuis qu'il était enfant. La satisfaction qui vient de gagner quelque chose par un travail honnête, plutôt que par héritage ou vol. Cette conversation me donna espoir que mes enfants pourraient véritablement apprendre de leurs erreurs et devenir les personnes que j'avais essayé de les faire devenir. Sarah commença à appeler 1 fois par semaine, non pas pour demander de l'argent ou discuter de mon testament, mais simplement pour vérifier ma santé et partager des mises à jour sur sa vie. Elle avait emménagé dans un petit appartement et suivait des cours du soir pour finir son diplôme universitaire. Quelque chose qu'elle avait abandonné il y a des années, quand elle avait réalisé qu'elle pouvait vivre confortablement de l'argent familial. Paul prit le plus de temps à reprendre contact, probablement parce que ses crimes avaient été les plus sérieux. Quand il appela finalement, 18 mois après son arrestation, c'était pour me dire qu'il avait commencé à faire du bénévolat dans une clinique gratuite pour patients âgés. « J'ai pensé à ce que j'ai failli te faire, dit-il, sa voix épaisse d'émotion. J'ai pensé à tous les patients âgés qui me font confiance avec leurs soins et comment j'ai trahi cette confiance quand j'ai falsifié tes dossiers médicaux. J'essaye de faire amende honorable en aidant des gens qui me rappellent toi. » Ces conversations n'effaçaient pas ce que mes enfants m'avaient fait, mais elles suggéraient que les conséquences de leurs actions pourraient vraiment leur enseigner les valeurs que j'avais échoué à inculquer quand ils étaient jeunes. 2 ans après l'audience de tutelle, j'invitais chacun de mes enfants à dîner, séparément, dans un restaurant neutre, avec la compréhension que nous reconstruisions notre relation lentement et prudemment. David arriva en premier, portant un costume modeste qu'il avait évidemment acheté d'occasion mais fait retoucher pour bien s'ajuster. Il avait l'air plus âgé, plus fatigué, mais aussi plus génuin que je ne l'avais vu depuis des années. « Comment vas-tu » demandai-je en nous installant dans notre box. « Honnêtement, ça a été les 2 années les plus difficiles de ma vie, répondit-il, mais aussi les plus importantes. J'ai dû apprendre comment travailler pour ce que je voulais, au lieu de m'attendre à ce que ce soit donné. Des regrets sur le chemin qui t'a amené ici ?» David fut silencieux pendant un long moment. « Je regrette de t'avoir fait du mal. Je regrette d'avoir trahi ta confiance. Je regrette d'avoir enseigné à mes enfants que l'argent est plus important que la famille. Mais je ne regrette pas de faire face aux conséquences de mes actions, parce que ces conséquences m'ont enseigné des choses que j'aurais dû apprendre il y a des décennies. » Cette conversation dura 3 heures et se sentit comme la première discussion honnête que j'avais eue avec David depuis qu'il était adolescent. Mon dîner avec Sarah fut plus émotionnel. Elle pleura plusieurs fois en décrivant comment ses actions avaient affecté ses enfants, qui avaient perdu non seulement leur maison et sécurité financière, mais aussi leur respect pour leur mère. Elle me demande pourquoi j'ai essayé de voler ton grand-père, dit-elle à travers ses larmes. Comment j'explique que je pensais mériter ton argent plus que tu le méritais de le garder ? Comment l'expliques-tu ? Je leur dis la vérité, que j'étais grande et égoïste, et pensais qu'être ta fille me donnait droit à ta richesse. Je leur dis que j'avais tort, et c'est pourquoi je travaille si dur pour redevenir quelqu'un dont ils peuvent être fiers. Le dîner de Paul fut le plus difficile parce que sa trahison avait coupé le plus profondément. En tant que médecin, il avait violé son serment de d'abord ne pas nuire, quand il a conspiré à falsifier mes dossiers médicaux et me faire déclarer incompétent. « Je n'attends pas de pardon, dit-il quand notre repas se termina. Je sais que ce que j'ai fait était impardonnable. Je veux juste que tu saches que je comprends l'ampleur de ma trahison
et je suis engagé à passer le reste de ma vie à essayer de devenir digne du père qui m'a élevé. » Ces conversations n'effaçaient pas ce que mes enfants m'avaient fait, mais elles suggéraient que les conséquences de leurs actions pourraient vraiment leur enseigner les valeurs que j'avais échoué à inculquer quand ils étaient jeunes. 2 ans après l'audience de tutelle, j'invitais chacun de mes enfants à dîner, séparément, dans un restaurant neutre, avec la compréhension que nous reconstruisions notre relation lentement et prudemment. Pour mon 75e anniversaire, mes enfants me surprirent avec un petit dîner chez David. Pas de cadeaux extra, pas de célébration élaborée, juste un repas simple préparé par Sarah et des conversations sincères sur notre futur partagé. « Nous savons que nous ne pouvons pas défaire ce que nous avons fait, » dit-il quand la soirée se termina. « Mais nous espérons qu'un jour tu pourras nous faire confiance encore. La confiance se gagne par consistance dans le temps. Vous avez fait un bon début, mais c'est un long processus. » David hocha la tête. « Nous comprenons. Nous ne cherchons pas un pardon rapide ou une réconciliation immédiate. Nous cherchons à prouver que nous avons appris de nos erreurs et sommes devenus des meilleures personnes. » Cette conversation me donna l'espoir que mes enfants pourraient véritablement mériter une portion de mon domaine quand viendra le temps d'écrire mon villasu final. Mais j'en ne suis pas encore là. La confiance, une fois si complètement brisée, prend des années à reconstruire. Mes enfants comprennent cela maintenant d'une manière qu'ils ne l'avaient jamais fait avant leur arrestation et l'effondrement de leurs vies intitulées. L'expérience m'a enseigné que parfois, le plus grand cadeau que vous pouvez donner à quelqu'un est l'opportunité de faire face aux conséquences de leurs actions. Mes enfants avaient besoin de perdre tout ce qu'ils pensaient mériter pour apprécier ce qu'ils pouvaient vraiment gagner. Ils pensaient qu'ils héritaient de 47 millions d'euros de leur père mentalement incompétent. Au lieu de cela, ils héritaient d'une leçon sur le caractère, l'intégrité et la différence entre mériter quelque chose et simplement le vouloir. La condition médicale fausse que j'utilisais pour exposer leur trahison n'était que du théâtre, mais la vraie condition qu'elle révéla, leur faillite morale, nécessitait un traitement sérieux. Le temps de prison, la ruine financière et la disgrâce sociale étaient la médecine dont ils avaient besoin pour guérir une vie de droit. Aujourd'hui, j'ai 75 ans et je suis en parfaite santé, tant physique que mentale. Mon entreprise continue de prospérer sous une nouvelle direction. Mes investissements ont grandi substantiellement et mon domaine vaut considérablement plus que les 47 millions que mes enfants ont essayé de voler. Plus important, j'ai appris à distinguer entre les gens qui m'aiment et les gens qui aiment mon argent. Cette leçon valait chaque moment d'inconfort que j'ai enduré en prétendant mourir dans un lit d'hôpital. Mes enfants travaillent à reconstruire leur relation avec moi et je suis prudemment optimiste sur leur progrès, mais ils apprennent aussi à construire des vies qui ne dépendent pas de ma richesse. Et cette indépendance en a fait des personnes plus fortes et plus genuines. L'audience de tutelle était supposée être leur victoire sur un vieil homme impuissant. Au lieu de cela, elle devint leur éducation sur les conséquences de la trahison. Parfois, le meilleur héritage que vous pouvez laisser à vos enfants n'est pas l'argent, c'est la sagesse qui vient d'apprendre que rien de valable ne vient sans effort honnête. Mes enfants ont appris cette leçon de la manière difficile, mais ils l'ont apprise complètement. Et cette éducation valait plus que toute fortune que j'aurais pu leur laisser. Si vous avez apprécié cette histoire de trahison ultime et de justice parfaite, likez cette vidéo, abonnez-vous à Vengeance Suprême et partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà vécu une trahison familiale? Comment l'avez-vous gérée? Cliquez sur la vidéo suivante pour une autre histoire choquante où le karma frappe et la justice triomphe. Chez Vengeance Suprême, nous croyons que chaque histoire mérite son moment de vengeance ultime. Restez à l'écoute pour plus d'histoires déchirantes qui prouvent que la bonté triomphe de la cupidité et que la trahison a toujours son prix. Merci de votre écoute et rappelez-vous, la meilleure vengeance est une vie vécue avec intégrité.